Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un paradigme. Il s'agit de faire une conciliation entre la liberté, de manière générale, d'expression, les libertés fondamentales, et ce qu'on peut appeler le souci de protection de l'ordre public, et en l'espèce ici, la protection des militaires. Le Code pénal ne fait pas de distinguo, en se fondant sur la Constitution qui dit que les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir. Avant d'être militaire, on est malien, que le respect de la légalité s'impose à tous. Le sujet tel qu'il nous est posé, c'est de savoir, est-ce cette violation de la vie privée émane du militaire lui-même, ou est-ce que le militaire est victime de sa violation par autrui? C'est cela, en réalité, qui nous permet de voir la chose sous un double angle. Si c'est par extraordinaire le militaire qui est à l'origine de cette violation-là, il y a le Code de justice militaire, il y a le statut général des militaires. En ce moment, on va être dans une violation des règles militaires, ce qui va être jugé par les juridictions spécialisées en la matière. Mais il se trouve que le militaire peut, en dehors de l'exercice de sa fonction, avoir une vie civile. Or, il est important de rappeler le statut général des militaires qui dit que le militaire jouit des mêmes droits que tout le monde. Donc, il y a encore une fois un équilibre à rechercher. Il jouit des mêmes droits que tout le monde, mais il a des exigences et des devoirs qui vont restreindre ces libertés-là. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que cette restriction n'est pas le propre uniquement du militaire, puisque liberté d'expression, liberté fondamentale ne veut pas dire no man's land juridique. Dans la conception générale de tous les jours, il y a des circonstances qui peuvent justifier que ces libertés puissent être, qu'il y ait une restriction. On va parler d'état d'urgence, on va parler d'état de guerre ou autre chose. Donc ça, c'est des conceptions qui sont applicables à monsieur tout le monde. Tout de suite, quand on dit ça, les défenseurs des droits humains vont être hérissés, disant que voilà, les libertés doivent plutôt s'étendre. Le procureur que je suis, oui, je suis d'accord avec cela, mais il y a en face la stabilité de la société, c'est un contrat social, et chacun doit jouer sa partition de nature à ce que l'ordre puisse régner dans la cité. Et donc, partant de là, on a un certain nombre de dispositifs, j'allais dire, légaux, ou en tout cas des textes, qui réglementent toutes ces activités. J'ai parlé de la Constitution de 2023 tantôt. On va parler de la dernière réforme, c'est-à-dire le Code pénal qui est rentré en vigueur, même si c'est vrai que son pendant, qui est le Code de procédure pénale, jouit, en tout cas, enfin, il y a une clause dérogatoire qui voudrait que ce soit dans quasiment 6 mois ou quelque chose comme ça, que cela soit applicable. On a, à côté de cela, d'autres dispositions qui existaient avant cette réforme-là, notamment la loi de 2013 sur les données à caractère personnel. On avait la loi de 2019 sur la protection de la du cyberespace. On a la loi de 2000 sur le régime de presse et les délits de presse. Ce qui est important de savoir, c'est que tous ces textes, en réalité, rentrent dans la danse quand il s'agit de la protection des droits et libertés de l'individu, indépendamment même de l'aspect privé. Puisque qui parle de diffamation, par exemple, on peut diffamer quelqu'un sur sa personne, sa vie, tout cela. Donc, il faut faire recours à la loi de 2000. Cela peut se faire, non pas sur le cyberespace, mais dans la presse classique. Or, aujourd'hui, la frontière, elle est mince. La presse classique, en plus d'être classique, se retrouve également sur le cyberespace. Et donc, on a un déficit à ce jour législatif qui voudrait que tout ce qui est web TV, les blogueurs, les activistes, ça n'est pas pour le moment réglementé. Mais je pense que c'est un process qui est en cours. Donc, ce qui fait qu'il y a une gymnastique, j'allais dire, intellectuelle qu'il faut faire quand l'auteur de l'infraction a telle ou telle qualité, ou en tout cas en fonction de l'espace où l'infraction va avoir lieu. Partant de là, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il faudrait que nous retenions une chose, c'est que nous n'avons pas, à vrai dire, de culture numérique. Nous ne sommes pas à l'origine de Facebook, nous ne sommes pas à l'origine de WhatsApp, Instagram ou autre chose. Et ce qui est important, c'est que toutes ces applications ont des bases de données, ont un endroit où toutes les informations qui passent sont stockées. Ces choses ne sont pas installées chez nous ici. Et la population n'a pas eu cette culture de nature à savoir comment utiliser, quelles sont les meilleures enfin en tout cas la meilleure manière d'utiliser sans pour autant se mettre en danger ou mettre autrui en danger. Et donc je pense que la première des choses, c'est la sensibilisation. Je suis en train de parler pêle-mêle,
déjà planter le décor, mais en même temps parler et des risques et éventuellement des solutions qui peuvent voilà, permettre de réduire, à défaut d'annihiler, en réalité, ce danger-là. Donc, il s'agit de sensibiliser aussi bien les militaires que le Malien de manière générale au danger de l'utilisation voilà, des outils numériques. Ce qui est intéressant, moi, il y a quelques 6 mois, j'étais aux États-Unis, il y a un projet de texte. Il y avait une commission ad hoc qui avait été mise en place à l'effet d'élaborer une convention internationale des Nations Unies contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles. Nous n'avons pas les mêmes problèmes au nord et au sud, on en parlait tantôt. Pendant que nous parlons de transfert de technologie, de renforcement de capacité, on nous parle des droits des minorités. Donc, tout de suite, vous voyez que nous n'avons pas les mêmes soucis. Et qui sont les GAFA? C'est des entités du Nord qui nous voient, comme on l'a dit, en part de marché. Et à ce titre-là, il n'y a pas d'amis forcément. Chaque fois que nous allons nous retrouver autour de la table, c'est que ceci regarde qu'est-ce qu'on peut brouter, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de voilà. Donc, il est important, comme le dernier panel le disait, qu'il y ait une approche, j'allais dire endogène, une approche africaine de toutes ces questions-là, et de voir comment est-ce qu'on peut se protéger et comment est-ce qu'on peut protéger la sécurité de nos pays.